Alors, nous recevons aujourd'hui Jean-Christophe Gnotou, le nouveau président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été élu le 19 janvier pour 5 ans par une majorité assez confortable, puisqu'il y a 29 voix sur 36 qui ont voté pour votre liste. Alors, première question, je voulais savoir si vous inscriviez dans la continuité de votre prédécesseur Gérard Pasqua ou dans la rupture. Merci de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir passer aujourd'hui des messages pour l'agriculture et l'alimentation calédonienne. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, j'ai été élu déjà un mandat pendant 5 ans et je faisais partie de la majorité du président Pasqua. Donc nous avons fait ce qu'on peut considérer comme une passation, une belle passation. Le président Pasqua a été élu 26 ans à la Chambre, il en a été président pendant 16 ans. Et en fait, on est dans une continuité en termes de gestion de la Chambre. Mais nous avons aussi des beaux projets qui vont faire qu'elle va encore plus se dynamiser sur les 5 prochaines années, nous l'espérons. Alors justement, on va en reparler. Globalement, quelle est votre ambition générale pour ces 5 années à venir? Notre ambition, elle est à l'attention des ressortissants, donc qui sont les agriculteurs et les pêcheurs. Et elle est à l'attention de tous les Calédoniens, parce qu'en fait, notre ambition, c'est d'augmenter de 25% la part des produits locaux dans l'alimentation des Calédoniens. On en est où aujourd'hui à ce sujet-là? Encore très loin? On en est très loin. Les chiffres qui datent d'avant la Niña et avant Covid, nous étions à 17% de couverture alimentaire, ce qui fait moins de 2 repas sur 10 constitués à 100% de produits locaux, et donc plus de 8 constitués à 100% de produits importés. Donc c'est une situation qui est dramatique, préoccupante. Et nous souhaiterions effectivement interagir là-dessus pour faire évoluer ce taux. Et pour cela, on souhaite commencer par s'intéresser à nos jeunes et donc aux cantines scolaires, parce que avec 60 000 repas par jour, il y a un effet de levier très très important. Et s'occuper de l'alimentation de la jeunesse, c'est aussi s'occuper de la santé des Calédoniens dans une génération. Donc nous, on voudrait vraiment activer les leviers là-dessus, l'activer au niveau de nos ressortissants, parce qu'il s'agit de produire, de livrer des produits matières premières, mais c'est aussi travailler en interconsulaire avec nos collègues de la CCI et de la CMA, parce que ces produits, il faut les transformer pour qu'ils arrivent sur les étals et dans les assiettes des Calédoniens et des cantines scolaires. Alors vous dites que ce constat est inquiétant. Pourquoi c'est si inquiétant et pourquoi est-ce que c'est si important finalement d'accroître la sécurité alimentaire? Alors, en fait, nous entendons très régulièrement des élus politiques parler qui de souveraineté alimentaire, qui d'autonomie alimentaire. Nous parlons de sécurité alimentaire. Les chiffres de la FAO nous disent la FAO nous dit qu'un pays est en sécurité alimentaire lorsqu'il couvre 30 à 35% de ses besoins alimentaires. Donc on considère qu'à 17%, on en est seulement qu'à la moitié. Ça veut dire que demain, concrètement, donc sans faire du catastrophisme, plus d'importation, c'est un problème de sécurité alimentaire en Nouvelle-Calédonie, et on ne peut pas se le permettre dans un pays aussi grand, qui bénéficie de surfaces importantes, de professionnels de qualité, et avec des gens qui ont des moyens pour consommer. On ne peut pas se permettre ça. Donc on veut vraiment interagir là-dessus. Tout à l'heure, je vous parlais donc des intervenants collègues, donc on va dire en amont-aval, en interconsulaire, mais il faut aussi que nos partenaires politiques, les provinces, le gouvernement, soient force dans ce dossier. Je me permets de vous faire un parallèle avec la Polynésie, parce qu'ils ont été très proactifs là-dessus, et en Polynésie, il y a une loi de pays qui impose 25% de produits locaux dans les cantines scolaires. Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse ou vous êtes pour l'instant vraiment sur le constat de voir ce qu'on peut faire, ou vous êtes déjà un peu dans les propositions, vous avez déjà des Nous choses avons en tête? participé de manière active aux ateliers sur la transition alimentaire qui ont eu lieu ces derniers mois. Ils vont reprendre là au mois de mars. Et effectivement, en travaillant de manière transversale avec les partenaires, donc province et gouvernement, on pense qu'on va réussir à trouver des solutions. À la base, de toute façon, il faut une production. Qui Il faut une aujourd'hui fait pêche. défaut. On ne produit pas assez aujourd'hui, c'est ça? Alors, de manière très schématique, dans un pays subtropical, avec une saison très marquée tropicale en début d'année, on ne produit pas assez par rapport aux besoins. Par contre, à partir du mois d'août et jusqu'au mois de décembre, on est dans bien des cas en surproduction. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette surproduction? Qu'est-ce qu'on fait de cette capacité de produire encore plus? Parce qu'aujourd'hui, il y a D'accord. beaucoup de producteurs
n'implantent pas plus de culture parce que justement, le marché est sursaturé en deuxième partie de l'année. Les prix s'effondrent, etc. Souvent, on reste focalisé sur cette première partie de l'année, ce premier semestre, où la production fait défaut, mais on oublie qu'à partir du mois d'août et jusqu'à décembre, on est, sauf pendant la Niña bien sûr, mais on est en période de surproduction. Qu'est-ce qu'on fait de cette surproduction? Comment est-ce qu'on fait que cette production peut être transformée, surgelée, déshydratée, je ne sais pas, pour que demain elle puisse arriver dans les assiettes des Calédoniens au bon prix? Donc il y a vraiment une question de saisonnalité. Clairement, oui. Personne ne peut l'ignorer. Hein, je veux dire, on voit régulièrement des articles ou des reportages sur le prix des fruits et légumes. Ces reportages ne sont faits qu'en février ou mars. J'aimerais bien qu'on les fasse en septembre ou octobre. D'accord. Justement, cette question de prix, effectivement, est majeure. On en entend tout le temps parler. J'avoue qu'il y a 2 semaines, je suis allée au supermarché, j'ai vu des concombres à 650 francs le kilo. Comment expliquer un tel prix quand même? Donc il y a cette question justement de production, mais il n'y a peut-être pas que ça. Sur ce sujet, moi je suis très détendu pour en parler parce que pendant très longtemps, on n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. C'est de l'agribashing en fait, et souvent les agriculteurs ne sont pas non plus très à l'aise avec la communication de devoir se justifier. Si un agriculteur touchait 650 francs du kilo de concombre, je peux vous dire qu'on n'aurait pas de souci pour installer des agriculteurs. Donc ça veut dire que quelque part, au passage, il y a des gens qui se servent. On a quand même aujourd'hui une vraie problématique de saisonnalité. Il ne faut pas le nier. On a une baisse de production en début d'année qui fait que de toute façon, les prix aux producteurs augmentent aussi. Mais derrière, entre le producteur qui est installé dans la zone de Point-Bout qui produit des concombres et le supermarché dans lequel vous êtes allé, qui j'imagine est à Nouméa, oui. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. D'accord. Voilà. Nous avions en particulier sur le concombre, mais sur 8 produits en globalité, jusqu'à 2019, une réglementation sur le contrôle des marges et les prix des fruits et légumes. Donc ça concernait la tomate, la salade, le concombre notamment. Cette réglementation est tombée en 2019 et aujourd'hui, le marché est complètement libre. D'accord. Ce qui est bien pour vous quand même. Non, mais en fait, il n'y avait pas de contrainte au prix au producteur, il y avait une contrainte post-producteur. Post-producteur, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, le marché est libre. Donc ça veut dire que là, c'est parfaitement l'offre et la demande qui fait le marché. Et clairement, c'est un problème parce que systématiquement, nous entendons que le produit local est cher. C'est perturbant et c'est aussi frustrant parce que je le retrouve pas chez mes collègues. Et c'est une vraie tristesse pour nous d'entendre ce genre de choses. D'ailleurs, il y a quand même des surcoûts peut-être liés à la petitesse du territoire, voilà, les salaires qui sont peut-être assez importants. Comment il n'y a pas des éléments qui expliquent quand même à la base un coût de production assez important? Alors, le fruits et légumes en particulier, parce que c'est celui dont vous me parlez, il est impacté de toute façon ces derniers 18 mois par une augmentation majeure de coût des intrants, d'accord, et aussi d'une vraie problématique au niveau des semences. Voilà. Et au final, on a toujours un marché calédonien qui est tourné vers Nouméa, enfin le Grand Nouméa on va dire, qui, comme vous le savez, s'est restreint avec quelques départs hein, ces dernières années. Mais la production, elle est grosso modo la même. Et c'est l'offre et la demande. Je veux dire, c'est sur le fruits et légumes en particulier. Ce n'est pas le cas des filières carnées, hein, de la production de viande. Sur le fruits et légumes, on est vraiment en marché libre. C'est qu'en fait, le prix est lié à l'offre et la demande, ce qui pose vraiment effectivement un souci parce que derrière, les marges ne sont pas contrôlées non plus. Autre problématique sur laquelle vous travaillez, c'est aussi le foncier. Vous avez notamment participé là, vous êtes en train de participer au groupe de travail initié par l'État sur le sujet. Quelles sont vos requêtes par rapport à ça? Alors déjà, nous sommes ravis que la Chambre d'agriculture et de la pêche soit membre de ce groupe de travail. Cela montre aussi la volonté de l'État d'ouvrir vers la société civile et vers les professionnels. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Donc on a déjà participé aux 4 premiers groupes de travail et j'ai affirmé encore très récemment que l'important pour nous, certes, il y a un sujet politique majeur sur le foncier. Je veux dire, tout Calédonien, toute ethnie confondue, il y a quand même quelque chose qui nous tient aux tripes hein, sur le foncier. Donc il y a un sujet politique qui doit être géré par les politiques. Nous portons des propositions concrètes et économiques. Quelles sont-elles alors? Il faut faire un constat qui est ce qu'il est. Le foncier agricole a été celui qui a été le plus impacté ces 40 dernières années. Donc pour faire rapidement, réforme foncière, développement économique, développement des agglomérations.
autour du Grand Nouméa et aussi de VKP. Donc Et il met en recul, vraiment, le foncier agricole. oui, ah, ça clairement. En 2012, parce que nous n'avons pas eu de recensement général agricole en 2022, entre 2002 et 2012, c'est un recul de 20%. Et aujourd'hui, la surface agricole utile, ce qu'on appelle la SAU, c'est 10% de l'ensemble de la surface de la Nouvelle-Calédonie. C'est très faible. Donc c'est difficile de s'installer aujourd'hui. C'est difficile de s'installer parce que non seulement vous avez une compétition donc, entre le foncier dit agricole et le développement de l'urbanisation, et après, dans ce foncier dit agricole, il y a aussi une partie de ce foncier qui rentre vers du foncier privé de loisirs, qui là est vraiment en compétition. Et le prix du foncier est de plus en plus cher parce qu'il n'est pas protégé. Et les jeunes ne peuvent pas s'installer. Donc votre volonté, c'est vraiment de sanctuariser ça. Nous aimerions, nous allons œuvrer pour cela, sanctuariser, sécuriser le foncier agricole et faire en sorte, dans le cadre de ce qu'on appelle une SAFER, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est ce qui est en métropole, ou via la DRAF, faire en sorte que le foncier agricole soit de plus en plus protégé, sacralisé, et permettre aux plus anciens d'un côté de partir à la retraite dignement, parce que les agriculteurs, leur retraite, c'est une retraite par capitalisation qui est basée sur leur foncier, la plupart du temps. Donc en le vendant, ils se créent une retraite. Et en même temps pouvoir installer des jeunes et faire en sorte que ce foncier agricole ne diminue plus. Si nous pouvons arriver à ça dans ce groupe, nous serons ravis. Quelle est aujourd'hui la situation du monde agricole qui a beaucoup souffert l'année dernière aussi avec alors le Covid il y a 2 ans et puis l'année dernière avec les intempéries. Aujourd'hui, quelle est la situation? C'est assez variable parce que donc, la Chambre d'agriculture, c'est un peu plus de 3000 ressortissants. Okay, les filières agricoles, c'est très divers. Hein. Donc il y a les filières végétales, les filières animales. Les filières animales, c'est de l'apiculture au bovin et tout ce qui est entre les deux, y compris l'aquaculture. Les filières végétales, il y a du plein champ, de l'arboriculture, il y a du hors-sol, il y a du sous-serre. Donc, et les pêcheurs ont aussi leurs problématiques. Donc c'est assez variable. On peut considérer que cette période de la Niña a été quand même pas trop défavorable, ou plutôt favorable même aux filières d'élevage. Hein, les pâturages sont beaux et le marché se tient. Par contre, effectivement, les filières végétales sont en grande souffrance. En grande souffrance. Et j'en veux pour preuve, parce que nous avons, début 2022, souhaité accompagner les exploitations qui étaient en difficulté. Et nous avons créé un dispositif qui existe déjà en métropole, dans les chambres d'agriculture de France, qui s'appelle Réagir. Et donc, on l'a développé en Nouvelle-Calédonie. Et ce dispositif a un triste succès, parce qu'on est à 60 exploitations aujourd'hui qui sont suivies. Et, sur combien? Sur 1000, non? 60 exploitations, ce qui compte, c'est que ce sont souvent des grosses exploitations. Donc, avec beaucoup de personnel. Et il y a un gros tiers de ces exploitations qui sont vraiment en difficulté financière majeure, à la limite de la cessation de paiement. Donc, nous, on doit les accompagner. Déjà, pour commencer, les écouter, parce que déjà, de parler, ça fait du bien. Et ensuite, de pouvoir les accompagner en termes d'accompagnement juridique, technique, pour pouvoir renégocier avec leur banque, renégocier avec la CAFAT, avec la CRE. Ça, c'est le rôle de la Chambre d'agriculture. Malheureusement, nous n'avons pas d'argent. On a matière grise et la volonté d'accompagner. J'imagine qu'il y a un autre sujet sur lequel vous devez être aux côtés de vos ressortissants, c'est celui du financement du RUAM et de sa réforme. Oui. Comment, globalement, les ressortissants réagissent aux propositions qui ont été faites par l'Éveil océanien d'augmenter le taux de cotisation globalement, et puis aussi de toiletter le régime des exonérations fiscales dont bénéficie le secteur agricole? L'agriculture, elle est visée sur plusieurs réformes en cours. Un, c'est la réforme du RUAM qui touche tous les travailleurs indépendants. Donc, bien sûr, de manière conjointe avec les autres chambres consulaires, nous faisons actuellement des réunions d'information à Nouméa et en Brousse. Il y en aura une ce soir à la fois. Et l'objectif, c'est effectivement d'accompagner nos ressortissants pour qu'ils aient le bon niveau d'information. Donc ça, c'est le RUAM. Ensuite, il y a la problématique de la réforme des régimes aidés. Vous savez, l'agriculture comme la petite enfance, l'hôtellerie en brousse, tout ce qui est formation, les stagiaires, etc., bénéficient d'un abattement CAFAT, salarial et patronal. Okay. Aujourd'hui, cet abattement, il est potentiellement en danger. Et là, on sait que pour une exploitation agricole lambda, c'est entre 400 et 500 000 francs de surcharge annuelle pour l'exploitation. Alors, quand vous avez des exploitations qui sont déjà en difficulté ou très tendues en termes de trésorerie, ça va être très très lourd. Et enfin, il y a une autre réforme qui est en cours, c'est la réforme de la TGC. Parce que donc il y a un régime fiscal assez particulier donc, sur l'agriculture qui va donc, du coup impacter cela et qui va aussi bouleverser des grands équilibres. Donc nous sommes vraiment inquiets et c'est pour ça que nous sommes dans la discussion, dans l'ouverture. On sait très bien qu'à un moment,
la réforme est nécessaire et qu'il faut faire avancer il faut faire avancer tout ça, mais pas n'importe comment. Et on veut vraiment discuter en interconsulaire et avec les partenaires politiques au niveau du gouvernement pour faire des propositions qui soient concrètes et qui aillent dans le bon sens. Très bien. Les pêcheurs aussi vous ont rejoint il y a un peu plus d'1 an. Quel bilan vous tirez de cette nouvelle union finalement avec eux? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça change? Oui, ben, les pêcheurs ont intégré officiellement la Chambre fin 2021 par vote au Congrès, à l'unanimité, donc il faut le préciser. Et nous en sommes ravis. Il y a eu une petite discussion quand même, hein, pendant, on va dire, 1 an, des discussions qui ont été assez intenses, qui ont nécessité quand même des arbitrages. Mais aujourd'hui, les pêcheurs sont bien intégrés à la Chambre, ils font partie de notre équipe. Nous sommes ravis de leur intégration parce que les pêcheurs pêchent, les agriculteurs produisent, mais au final, ce poisson, cette viande, ces fruits et légumes, ils vont où? Ils vont dans l'assiette des Calédoniens. Donc notre ambition globale d'augmenter la part des produits locaux pour les Calédoniens, c'est aussi grâce aux pêcheurs que nous y arriverons. Donc on est vraiment dans une situation conjointe et on traite les problèmes ensemble. Et vraiment, leur arrivée est très bénéfique pour la Chambre d'agriculture et de la pêche. Parfait. Une dernière question sur vraiment quelles vont être vos priorités là, de cette année? Nous avons... Les grands chantiers voilà, qui vont s'engager déjà. En interne, on a des chantiers un petit peu d'organisation qui nécessitent d'être mis en œuvre. Et on le fait pourquoi? Parce qu'en fait, on veut que le travail à l'attention des ressortissants soit de plus en plus efficace et visible. Et nous allons travailler avec tous nos partenaires pour améliorer la situation de manière globale des agriculteurs et des pêcheurs, mais aussi des Calédoniens. Voilà, c'était le début de cette discussion pour nous. Améliorer la part des produits locaux dans notre alimentation, c'est un bienfait pour tous. C'est un bienfait pour l'économie calédonienne, pour l'économie en brousse, mais c'est aussi un bienfait pour notre santé à tous et pour la santé des Calédoniens dans une génération. Pour nous, c'est le vrai enjeu. Parler d'agriculture sans parler d'alimentation, ou parler d'alimentation sans parler d'agriculture ou de pêche, eh ben ça ne matche pas. On est focalisé là-dessus, on est focus et on avance comme ça. Alors une dernière question, cette fois c'est la dernière sur l'agriculture responsable qui vous tient à cœur. Oui. Est-ce qu'il y a aussi vraiment un angle particulier sur ce type d'agriculture qui va être mis? Ah bah, je vous remercie de m'en parler. Vous savez que j'ai été président fondateur de Repère qui s'occupe de l'agriculture responsable. Aujourd'hui, je suis président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est toutes les agricultures, toutes les pêches, partout en Nouvelle-Calédonie et aux îles, parce qu'en fait, elles sont complémentaires et elles jouent leur rôle complémentaire dans cet objectif global. Pour autant, effectivement, il y a une forte demande aujourd'hui des consommateurs, mais pas que sur la qualité des produits, mais aussi sur les circuits courts, etc. Donc nous allons continuer à accompagner ces évolutions parce que c'est des évolutions de société qui ne sont pas valables qu'en Nouvelle-Calédonie, partout dans le monde. Et nous allons le faire. Et au-delà de ça, et de manière plus globale, le développement durable, hein, le changement climatique est un enjeu majeur qui nous touche tous. L'agriculture, dans le monde, on le voit à la télévision chaque jour hein, ou dans les médias, l'agriculture, c'est le premier secteur d'activité qui est touché par le changement climatique. Le premier. Donc ça aussi, vous réfléchissez à ces questions, comment s'adapter au mieux finalement En fait, c'est s'adapter ou mourir. Donc on veut être vraiment focalisé là-dessus, parce que pour arriver à l'objectif, je vous le disais, il faut produire bien, il faut produire mieux, il faut produire plus. Mais avec les contraintes de la planète qui s'imposent à nous aujourd'hui et de manière de plus en plus forte. Donc voilà, nous sommes vraiment orientés vers ça. Et j'ai une belle équipe autour de moi, des élus formidables, une équipe administrative, du personnel de la Chambre, 76 personnes à la Chambre, réparties sur l'ensemble du territoire, il y a 8 antennes. Et on a vraiment une vraie volonté de faire en sorte que tout ça fasse une bonne équipe. Hein. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'équipe de la Chambre, c'est pas 76 personnes, c'est 112 personnes, hein, c'est-à-dire les salariés et les élus. Donc en charge d'un vrai projet à l'attention des Calédoniens, de tous les Calédoniens. Merci beaucoup Jean-Christophe Newtou pour toutes ces précisions. Merci. Et puis on fera un point dans quelques temps pour voir où vous en êtes de tous ces projets. Oh bah en plus, on a chiffré nos objectifs, donc ça va être facile de faire le point. Bon, bah, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.